Bonjour à tous, bienvenue sur la table ronde Innovate to Impact vers une innovation technologique positive. Je suis Alban Liger-Belair, directrice innovation chez KPMG et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Eric Salobir, président du comité exécutif de la Human Technology Foundation. Bonjour. Bonjour. Muriel Barnéou, directrice engagement sociétal du groupe La Poste. Bonjour Alban. Et Marie Guillemot, présidente du directoire de KPMG France. Alors Eric, on va commencer par une question pour vous. Malgré les progrès permis par les technologies et le numérique, on dit beaucoup que des formes de défiance persistent et se développent au sein des organisations. On parle de pollution numérique, de crise de confiance, de tyrannie technologique. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est indéniable que sinon une défiance, au moins une forme de prévenance ou de désillusion a commencé à se manifester vis-à-vis des technologies dans le grand public. Moi, je pense que c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose parce que, pour reprendre un langage un peu enfantin, je dirais que c'est pas juste, au sens où on peut avoir une approche de ces technologies qui est une approche un peu fétichiste, négative. On va leur coller sur le dos à peu près tous les maux de la société, alors qu'en fait, ce sont des maux de notre société. Quand on parle de harcèlement, quand on parle de cyberattaque, etc., tout ça, finalement, ce sont des problèmes que notre société doit traiter. Elle doit affronter ces défis. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est pas très juste de faire ça. En même temps, je pense que c'est une bonne chose parce que cette défiance, elle va beaucoup toucher, non pas la technologie dans son ensemble, mais des acteurs ou des pratiques. Et là, je pense qu'effectivement, on a vu avec les lanceurs d'alerte un certain nombre de choses qui étaient des comportements limites. On est parfois un peu passé la ligne rouge. Et ça, je pense qu'avoir conscience de ça, ça peut nous aider à d'abord nous recentrer. Ça peut aider des acteurs vertueux à émerger. Ça peut nous aider un peu dans la ligne de ce que disait le président Macron hier, à développer en Europe une troisième voie technologique qui va être peut-être plus respectueuse de nos valeurs et puis peut-être avoir le poids au niveau international pour négocier avec nos partenaires étrangers extra-européens de façon à ce que les technologies soient utilisées chez nous d'une façon qui nous convient. Justement, Marie, comment renouer avec le côté positif du progrès ? Quels sont les choix, les attitudes qui permettraient une utilisation du numérique plus inclusive et plus humaine ? Oui, moi je crois qu'effectivement, comme Eric le disait, la technologie c'est avant tout ce que l'on en fait. Donc moi je souhaite qu'elle reste créée par l'homme, mais aussi pour l'homme. Pour l'homme, bien sûr, avec un grand H. Je crois que le facteur humain reste effectivement décisif, à la fois dans la façon de concevoir la technologie, mais aussi de l'utiliser. Quelles sont les données que l'on utilise ? Y a-t-il des biais ? Et donc cette défiance, peut-être qu'elle nous appelle à un questionnement un peu plus profond sur les valeurs que l'on véhicule, que l'on incarne à travers l'usage qu'on fait de la technologie tout simplement. Moi j'ai une conviction néanmoins, c'est que l'avenir appartiendra à ceux qui sauront allier l'innovation, alors technologique en particulier, mais pas seulement, la performance et la responsabilité. Et la responsabilité, c'est ce qui va faire que la technologie sera un facteur de progrès et non pas un facteur de défiance entre les acteurs. Muriel, pour façonner justement le projet qu'évoque Marie, le projet de société qu'évoque Marie, on voit bien que les organisations doivent être dignes de confiance. Et la Poste se positionne justement comme un des premiers tiers de confiance du numérique auprès des Français. Oui. Comment être à la hauteur de cette confiance ? C'est un petit peu la convergence de ce que vous dites tous les deux, je trouve, finalement, dont moi je voudrais parler, ou la brique que je voudrais apporter. Eric, tu dis peut-être qu'il y a des acteurs qui sont finalement pas des acteurs de la tech, mais qui pourraient venir combler ce sujet confiance et ce point de défiance. Et puis Marie, tu dis la question de l'intention. La question de pourquoi faire au final, c'est un des sujets majeurs de cette émergence de confiance. Et effectivement, c'est la place qu'a préemptée la Poste, avec une logique de preuve. Et cette preuve, on a commencé par la poser dans l'univers physique, pas forcément dans l'univers technologique, dans ce que l'on a en termes d'intention et qu'on revendique, à savoir le progrès pour tous, qu'on a porté depuis plus de 500 ans.
pas nécessairement avec du numérique, mais avec d'autres éléments de progrès, compte chèque, voiture électrique, des choses diverses, et qui sont des éléments de preuve de la façon dont on est capable de faire que ce progrès, ce soit justement pour une finalité qui est celle de un mieux pour chacun. Et c'est comme ça qu'on a décidé cette chose un peu folle finalement de dire la Poste, elle a un rôle à jouer dans l'univers digital, dans l'univers numérique, par la brique confiance qu'elle va être capable d'apporter et dont elle va donner les preuves dans ce monde qui est un monde qui va nécessiter de la confiance. Et c'est quelque chose qui est très fort. Je pense qu'en la matière, la question de l'intention et la manière de formuler l'intention et d'être clair sur l'intention, c'est un élément majeur. Parce que lorsque vous formulez une intention, derrière, vous prenez un risque, et vous prenez le risque notamment d'avoir à rendre compte de la manière dont vous allez servir cette intention. Moi, je suis très attachée à cette idée de dire ce que l'on a l'intention de faire. Justement, Eric, faire de l'innovation technologique un axe de progrès pour toute la société est un objectif très ambitieux. Comment est-ce que les entreprises peuvent y contribuer? Quel chemin doivent-elles prendre et jusqu'où doivent-elles aller? Alors, je pense que c'est un axe ambitieux, mais c'est un axe nécessaire. Et de toute façon, la jeune génération va nous pousser à faire ça. Et ça, c'est très heureux. Je pense qu'en plus d'être un axe, la technologie, c'est surtout un levier pour faire beaucoup de choses. Ça, Cédric O, qui sera sur le stand de KPMG dans quelques minutes, le dit souvent. La technologie nous a quand même beaucoup aidé à surpasser la crise, nous a aidé. C'est quand même l'un des secteurs qui se développe beaucoup, qui embauche, etc. Donc, on voit qu'on peut faire beaucoup de choses grâce à la technologie. Mais je pense qu'il y a 2 points qu'il faut avoir en tête. Le premier, pour aller à la suite de ce que Muriel vient de dire, c'est qu'il faut avoir des principes et il faut les mettre en œuvre. Et très souvent, en fait, je discutais avec le dirigeant d'une entreprise informatique américaine, c'est une grande entreprise, on va dire, et qui dit on a déjà beaucoup de principes, beaucoup de chartes, etc. Maintenant, il faut qu'on les opérationnalise. Et c'est vrai qu'il faut que ça percole jusque dans l'action de chacun. Et donc pour ça, c'est vrai que notamment avec Muriel, au sein de Tech for Good, on fait tout un travail justement pour essayer de donner des outils à tous les acteurs pour pouvoir piloter leur développement technologique, notamment autour des questions d'inclusion. La question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une technologie facteur d'inclusion? Et on se rend compte que ce n'est pas seulement l'accès à la technologie. La technologie, elle doit aussi être respectueuse des droits, elle doit traiter tout le monde de façon équitable, elle doit donner du pouvoir aux gens. Et c'est tout ça qu'il faut être capable d'évaluer parce que ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Donc ça, c'est peut-être la première chose, on va dire. Et la deuxième, c'est en complément de bâtir une culture de l'éthique, ou développer une culture de l'éthique. Je pense qu'on a tous en tête un certain nombre de choses, de Dieselgate par exemple, de choses où à un moment, des scandales, parce que tout simplement, on ne s'est pas assez dit et assez tôt les choses. Et je pense que l'éthique, elle doit être by design, c'est-à-dire dès le début, il faut que tout le monde dans l'entreprise ait en tête que ces actions doivent être conformes au purpose, à la mission de l'entreprise. Et la deuxième chose, c'est que l'éthique, elle est dynamique. Donc régulièrement, il faut qu'on réinterroge nos pratiques à chaque étape des projets pour bien vérifier qu'on reste parfaitement aligné avec cette mission. Je pense que si on a ça en tête, une culture et des outils, là, on peut vraiment faire de la technologie un levier extrêmement productif pour le changement de notre société. Muriel, Eric évoquait un projet sur lequel la Human Technology Foundation travaille avec vous, avec le groupe La Poste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, très rapidement. Tu parles un peu des racines et des ailes d'une certaine manière, hein. Dans nos racines, je ferai un petit détour par ça, parce que ça paraît peut-être complètement iconoclaste, mais ça a été quelque chose de très important. Nous avons ancré notre démarche digitale dans l'humain. Et l'humain, pour nous, un des premiers sujets, c'est nos facteurs et la prestation de serment des facteurs. Et ça a été, je pense, un des tournants, ou en tout cas un des éléments majeurs de cette éthique dont tu parles, que d'inclure la question de l'éthique vis-à-vis des data, la privacy autour des data, dans la prestation de serment de tous les postiers, pas seulement des facteurs, mais de tous les postiers, autour de cette intention et cette preuve d'intention de « je respecte votre vie ». Et effectivement, aujourd'hui, nous avons des choses très opérationnelles que nous avons travaillé avec Optique, à la fois dans Tech for Good et pour La Poste elle-même. Nous sommes en train de diffuser une charte éthique de l'IA by La Poste, c'est-à-dire ce à quoi nous nous engageons, qui s'est sourcé dans ces travaux que nous avons réalisés avec Optique. Lorsqu'on y travaille, on y travaille avec des grilles de lecture, des questionnements très opératoires, par exemple, sur des choses comme est-ce qu'il y a toujours une intervention humaine possible ?
Est-ce qu'il y a réellement la possibilité de ne pas embarquer la solution technologique et de pouvoir utiliser une solution de remplacement, elle, totalement matérielle, qui sont des questions très pratico-pratiques et qui, derrière, permettent aux développeurs, aux marketeurs, aux gens de la tech, en fait, de garantir cette ligne entre l'intention et la mise en œuvre opérationnelle. Marie, selon toi, sur quoi devons-nous nous appuyer pour faire avancer nos organisations sur ces sujets? Y a-t-il une méthodologie, des facteurs clés de succès que tu pourrais nous partager? Alors je rejoindrai les propos, c'est de s'appuyer sur les valeurs et la raison d'être qui nous pousse. Chez nous, dans nos métiers d'audit, de conseil, on a effectivement des valeurs d'excellence et de courage, mais je voudrais citer 3 autres qui sont intéressantes pour passer justement de la valeur à l'action. Comment on incarne ces valeurs? Il y a l'intégrité. Quand on parle d'une technologie au service du progrès, c'est est-ce que cette technologie, elle s'appuie sur des données qui sont inclusives? On sait que dans certains pays, les populations les moins favorisées n'ont pas de portable. Donc si on utilise comme data celle qui vient de portable, on peut exclure une partie de la population. Ça peut être vrai des femmes. Et beaucoup d'algorithmes peuvent tourner sur des sets de data qui ne sont pas inclusifs. Donc la solution aura du mal à être inclusive. Le traitement lui-même, le traitement de la data, et on a des data scientists qui font ça toute la journée. Est-ce que justement il y a un discernement humain du traitement, de la solution à laquelle on aboutit? Comment on la met en œuvre? Est-ce que c'est toujours un progrès pour les femmes et les hommes? Est-ce que c'est une solution qui est équitable? Est-ce que c'est une solution qui est durable? Voilà, ça c'est tout simplement de s'appuyer sur des valeurs, mais les vivre et les incarner au quotidien, un peu dans le principe de l'éthique by design. Donc il n'y a pas besoin de réinventer peut-être des choses très très compliquées, mais si ce n'est de se rappeler quels sont les critères qui vont guider finalement toutes nos décisions, toutes nos actions. Et quand KPMG s'engage pour être un cabinet leader dans la création de valeurs responsables, c'est ni plus ni moins que ça. C'est comment dans toutes nos décisions, dans tous nos investissements, dans toutes nos offres d'accompagnement auprès de nos clients, eh bien, on garde en tête de façon extrêmement vivante eh bien, ces valeurs. Donc je crois qu'il faut certainement revenir à l'essentiel plutôt que d'imaginer des choses très compliquées. Parce que plus ce sera simple, plus ça deviendra un réflexe. Et il faut que ce soit très simple pour que ce soit au quotidien tout ce qui guide toutes nos actions, je dirais. Muriel, par rapport à ces projets qui émergent, et notamment celui au sein de la Poste, comment est-ce qu'on se réapproprie la notion de la compliance, justement? Elle se fait pour moi autour des sujets de confiance, fondamentalement. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est la base du business, qui est la base aussi de l'innovation. C'est ce terrain de confiance qu'on est capable d'avoir les uns dans les autres, entre des acteurs d'obédience très diverses, du monde marchand, du monde plutôt, on va dire, de l'ONG, du monde public. Et donc, ces sujets-là ne vont fonctionner que si cet écosystème est capable de s'articuler et est capable de se faire confiance. Effectivement, la question de l'éthique est une sorte de socle. Quand tu parles d'un sujet européen et un socle européen, ça fait partie, à mon sens, de ce socle de valeurs. Et c'est comme ça qu'on traite la chose. C'est-à-dire que parce que nous avons une éthique, nous sommes capables d'avoir une charte. Cette charte, elle s'ancre dans des choses extrêmement précises, y compris dans une gouvernance, par exemple, de l'IA, en ce qui nous concerne, avec un corps extérieur qui va venir observer ce que l'on fait, et du coup va nous obliger, effectivement, à être compliant par rapport à ce que nous avons décrit ou les engagements que nous aurons pris. Donc c'est, pour moi, compliance et confiance sont intimement liés. C'est fondamental. Sinon, on est dans tick the box. C'est-à-dire, et je pense que chez KPMG, on peut connaître aussi ces sujets-là. La question de l'intention et de la fidélité à l'intention est un sujet majeur. Et juste encore une seconde, c'est bien les intentions, c'est encore mieux si ex post, on peut vérifier. Ça aussi, c'est un métier que tu connais. Et je suis, moi, très attentive à ce que, dans quelques années, on puisse vérifier ce à quoi nous aurons renoncé
pour être justement compliant par rapport à notre charte éthique. Parce que c'est là que se joueront les moments de vérité, dans ce que l'on aura été capable de dire, bah, ça on ne fait pas, et qu'on sera capable du coup de démontrer et de prouver à l'ensemble de ces parties prenantes dont je parlais, d'une véritable mise en œuvre de ce que l'on a travaillé ensemble. Donc, on le voit bien, Marie, contrairement aux idées reçues, finalement, travailler sur l'innovation technologique, c'est bien remettre l'humain au centre. Qu'en penses-tu et qu'est-ce que ça veut dire pour nos organisations? Je crois que je vais revenir sur 2 points que tu soulignes, Muriel. C'est que la confiance, ça passe par l'action, donc la démonstration que l'on est fidèle à ses intentions premières, et puis la sincérité. Parce qu'on parle beaucoup d'engagement, mais il y a beaucoup d'effets de communication. On en parlait juste quelques minutes auparavant. Je crois que les organisations, elles doivent être vraiment maintenant dans l'action collective. Donc les valeurs qui guident l'intention, c'est aussi celles qui vont guider le choix des partenaires pour avoir ce socle de confiance. Et aujourd'hui, la technologie, certainement, est un enabler pour répondre à tous les enjeux qui sont extrêmement complexes et mondiaux. Il y a peu de solutions autres que passant par de la technologie. Donc là, il faut remettre le facteur humain en première ligne pour qu'elle soit un facteur de progrès. Et puis, le deuxième élément, c'est que il n'y a aucun acteur individuel qui n'a la réponse à ces sujets. Donc ça passe évidemment par des écosystèmes qui auront cette intention partagée d'avoir un impact positif. Donc pour nous, c'est l'ouverture, la collaboration et puis toujours la fidélité à l'intention, si je reprends tes mots, Muriel. Un dernier mot et en conclusion, on a parlé donc des organisations et qu'en est-il des sociétés plus largement, Eric? Alors, d'abord, je voudrais juste revenir sur ce que disait Muriel sur la compliance, parce que je pense qu'effectivement, apprendre à sortir d'une compliance qui consiste juste à cocher des cases et qui, quelque part, déresponsabilise vis-à-vis de la nécessité de bien faire les choses, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on apprenne et qu'on découvre de plus en plus. Donc, j'apprécie énormément ce que tu viens de dire là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment une façon de prendre nos responsabilités éthiques en partant vraiment du principe que l'éthique n'est pas quelque chose qui va brider l'innovation. L'éthique est quelque chose qui sera peut-être un peu de la création sous contrainte, mais qui va nous aider d'aller plus loin et à être beaucoup plus pérenne. Et pour répondre à ta question, Alban, moi ce que je dirais spontanément, c'est que pour la société, ce qu'il faut, c'est arrêter de parler à des utilisateurs et commencer à parler à des humains. C'est-à-dire, on est très bon pour faire des user experience qui sont extraordinaires, mais l'humain, il est beaucoup plus large que l'utilisateur. D'abord, c'est pas tous les humains ne sont pas des utilisateurs. Il y a la technologie, elle va impacter beaucoup de gens qui ne l'utilisent pas, mais qui n'ont pas le choix. Et en fait, ce qui s'est passé au cours des 12 derniers mois nous a montré la nécessité de travailler sur nos écosystèmes, d'avoir des écosystèmes forts. C'est ça qui donne de la pérennité. Il faut retrouver peut-être des modes de solidarité dans notre société, et peut-être aussi qu'il faut qu'on contribue à développer une vraie culture de l'innovation et de la technologie. Les cycles d'innovation, ils vont très vite, et c'est normal que la technologie soit toujours en avance. La question, c'est comment fait-on en sorte que l'humain puisse se l'approprier et bien se l'approprier. En fait, quelque part, il faut inventer la vie qui va avec. On a vu dans les années 90 l'apparition des portables et tout le monde téléphonait n'importe quand, n'importe où, etc. C'était le bazar. Et finalement, il a fallu 2, 3 ans ou 5 ans pour que les gens apprennent un peu à s'organiser et à assimiler cette technologie. Maintenant, il faut apprendre à le faire pour la blockchain, il faut apprendre à le faire pour l'intelligence artificielle, pour la robotique, etc. Et je pense que la société, ce qu'elle doit faire, c'est ça, c'est bâtir un projet à partir de tout ça, aider les gens à se construire un peu une culture de la tech. Merci Eric, merci à tous les trois pour cette vision partagée et enthousiaste de l'innovation technologique. Est-ce qu'il y a, je pense qu'on a encore un petit peu de temps pour quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Bonjour, merci de prendre le temps. Petite question du coup, plutôt pour reprendre un petit peu cette thématique. Comment est-ce que concrètement vous permettez à vos salariés d'incarner cette vision de l'innovation à impact et quelle liberté vous leur laissez et comment vous faites en sorte que vos collaborateurs soient en avance de phase ou en tout cas réussissent à être au même niveau et à la même vitesse que l'innovation elle-même? Comment est-ce que vous faites dans vos organisations respectives? Je vais bien commencer, puisqu'on en a 240 000 dans 44 pays. Ça fait beaucoup de monde pour inclure. On parlait tout à l'heure de la technologie au service de l'humain. On a eu un grand tournant dans cette appropriation pour la Poste, le jour où on a mis des smartphones entre les mains de tous nos facteurs, de tous nos livreurs.
Parce qu'en faisant ça, on leur a dit qu'ils faisaient partie du monde de demain. En faisant ça, on leur a donné aussi la liberté de travailler à des applis et on avait découvert à cette occasion qu'on avait aussi des geeks parmi des collaborateurs qu'on n'aurait jamais imaginés. On a du coup veillé à avoir des process de formation et de montée en compétences, alors pour tout le monde, mais aussi pyramidant, c'est-à-dire en fonction des compétences des uns et des autres, permettant d'eux, 80% aujourd'hui des collaborateurs sont formés à des sujets, notamment des sujets d'IA, ça c'est fondamental. Et dans la charte éthique dont je parlais, il y a un engagement que nous prenons justement et que nous posons aussi à l'ensemble de notre écosystème, c'est d'être en effort de formation permanent pour maintenir les compétences et maintenir nos équipes en situation d'être compétentes. Donc on traite le sujet un peu à tous les étages, d'une manière encore sans doute très perfectible, mais c'est comme ça qu'on l'a pris. Je dirais que la notion d'écosystème, elle n'est pas seulement extérieure à l'entreprise, ça inclut avant tout les collaborateurs et les talents en interne. Et peut-être qu'un point juste, c'est aussi de les impliquer dans la réflexion et dans la gouvernance de ces technologies. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas juste en bout de chaîne des gens à qui on va donner de la techno, on va leur pousser des choses entre les mains, faire en sorte que des représentants, et nous on travaille beaucoup à ce niveau-là, à rassembler des représentants de tous les corps de métier dans l'entreprise, de façon à les aider à s'approprier un peu. Et on se rend compte que parfois, les questions les plus pertinentes sur les questions d'impact et d'éthique, elles vont venir de collaborateurs qu'on n'imaginerait pas du tout ayant ce genre de questions. Et je pense que c'est ça qui va vraiment faire corps et permettre d'avoir une technologie vraiment inclusive. Oui, alors chez KPMG, je vais parler pour la France, on a 10 000 collaborateurs, on recrute énormément, donc plus de 2000 jeunes chaque année, donc à la sortie des écoles, à la sortie des lycées aussi parfois. Ils sont beaucoup technophiles, bien plus que nous ne l'étions, parce que c'est quand même la première génération qui a autant à nous apprendre dans ce domaine en particulier que nous-mêmes. On a des parcours de formation pour hybrider les profils, entre guillemets, parce que certains arrivent déjà pour travailler sur la data, sur du digital, mais tous non. En revanche, tous nos services pratiquement ont un socle de technologie aujourd'hui, sans lequel finalement on est quand même moins performant pour nos clients. Donc il y a des parcours d'hybridation, il y a des parcours qui sont également portés par Alban au sein de l'accélérateur, qui permettent de faire émerger des projets à l'initiative. Et Bouchra, tu en as porté un également. Donc ça permet de faire cette prise d'initiative. Et puis la bonne nouvelle, c'est que tous nos jeunes, mais pas seulement, ils ont cette envie d'avoir une utilité qui dépasse le seul cadre de nos services auprès de nos clients. Ils ont envie que leurs compétences, ils puissent les apporter à des causes sociales, à des causes environnementales, qui les dépassent souvent, mais c'est ce qui les motive le plus possible. Et donc pour ça, on va doubler le nombre de jours de mécénat de compétences qui est offert à tous les collaborateurs. Ils auront chacun plus d'une semaine, 6 jours par an, d'emblée, pour pouvoir exprimer leur talent et développer aussi par là même une autre responsabilité, d'autres qualités comportementales qui sont absolument indispensables pour pouvoir manier la technologie avec toute l'humanité qu'elle nécessite. Et Marie, si tu permets, parce que ton point me fait rebondir là-dessus, au fond, il y a une très grande question autour des usages. Et on revient sur cette idée de confiance. Il y a confiance en l'avenir, c'est-à-dire qu'il y a des usages qui aujourd'hui, nous sont devenus possibles. Je parle nous, La Poste, qu'on n'imaginait absolument pas quand on s'est lancé dans ces phases de digitalisation. Aujourd'hui, si nos guichetières, enfin nos chargés de clientèle sont capables de diffuser l'identité numérique à tous les Français, et une identité numérique, ça va devenir un sujet essentiel, c'est parce que nous les avons équipés de tablettes, d'outils qui leur permettent de produire cette identité. Et ça, très franchement, au moment où on l'a fait, on ne l'imaginait pas. Aujourd'hui, si nos facteurs sont capables de faire quelque chose qui est très humain, qui est veillé sur nos parents avec un service de déplacement à domicile où ils vont voir la personne qu'on veut qu'ils voient, évidemment, ils ne vous envoient pas une lettre en vous disant « je l'ai vu, avant-hier, il allait bien ». C'est quelque chose qu'ils font grâce à ces outils. Et au départ, très franchement, on n'avait pas imaginé ça. Donc, il y a une espèce de... On revient sur cette histoire de confiance, dans cette idée de... Cette chose-là est un socle dont on va avoir un usage ou être capable d'avoir un usage vertueux pour tous, positif. N'en ayons pas peur.
pour autant que nous soyons dans des principes qui sont des principes de valeur et d'authenticité dont on parle. Encore une question? Parfait. Ben, merci beaucoup à tous les Merci trois. Marie, merci de Alban, l'invitation, merci. merci à vous. Merci beaucoup.